par une introduction un petit peu générale, juste pour resituer un petit peu le contexte. Donc on pense que jusqu'à 50% du risque des accidents vasculaires cérébraux est inexpliqué par les facteurs de risque conventionnels dont on a beaucoup parlé ce matin, l'hypertension, le diabète, le tabac. Et donc les données convergent pour suggérer que des facteurs de risque génétiques contribuent probablement à ce risque résiduel, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des maladies complexes communes d'ailleurs. Donc, alors, rarement, on en a parlé beaucoup dans Elisabeth Tonnet-Lasserve a présenté ça en très grand détail. Donc, les formes monogéniques représentent moins de 50% probablement des formes, de la contribution génétique aux accidents vasculaires cérébraux. Et donc, dans la majorité des cas, on est dans ce contexte de prédisposition multifactorielle où chaque variant génétique est responsable d'une petite augmentation du risque uniquement, et c'est de façon conjointe et en conjonction avec les facteurs environnementaux que cela prédispose ou conduit à la survenue de la maladie. Donc ces informations sont issues de données d'études de jumeaux, d'études sur les antécédents familiaux, et de façon intéressante, et j'en parlerai un petit peu plus encore après avec un exemple concret, avec l'émergence de ces données de génotypage à haut débit, on peut estimer aussi la pseudo-héritabilité ou l'héritabilité d'une façon un peu indirecte des maladies complexes sans avoir d'informations familiales, simplement à partir des génotypes pangénomiques. Et donc cette pseudo-héritabilité des AVC a été estimée entre 16 et 40% en fonction des sous-types d'accident vasculaire cérébral. Et donc, comme dans la plupart des maladies communes, on s'attend à, et ça a été montré, donc à une contribution génétique plus importante dans les formes survenant à un âge plus jeune. Et on verra pourquoi c'est important, notamment dans le cadre des dissections. Alors, donc Elisabeth en a déjà parlé, on a vécu dans les 10 dernières années donc, une révolution véritablement sur le plan des technologies de génotypage et maintenant de séquençage à haut débit. Donc je parlerai ici plus du génotypage parce qu'on en est encore un peu à ce stade-là au niveau des accidents vasculaires cérébraux dans leur forme complexe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces approches-là, donc le génotypage à haut débit permet un génotypage d'un très grand nombre de variants génétiques. Initialement, c'était principalement des polymorphismes mononucléotidiques qu'on appelle SNP. Maintenant, ça évolue pour inclure des polymorphismes un petit peu différents. Donc on génotype un très grand nombre de ces variants qui sont distribués sur l'ensemble des chromosomes. Et du coup, on n'a plus besoin d'avoir des hypothèses préalables sur le gène qui pourrait être impliqué. Donc c'est une approche qu'on dit agnostique. Alors on utilise pour cela des micropuces qui contiennent des centaines de milliers de variants jusqu'à 5 millions dans les toutes dernières générations. Et en plus de ces variants qui sont proprement dit génotypés, on peut imputer ou inférer statistiquement des variants génétiques supplémentaires jusqu'à plusieurs dizaines de millions de variants. Je vous ai mis 38 000 millions, mais c'est même encore plus maintenant avec certains panels d'imputation. Simplement, quand on s'intéresse aux populations européennes, ça revient à pouvoir étudier de façon à peu près fiable une dizaine de millions de variants, ce qui est déjà énorme. Donc, il y a eu une augmentation exponentielle des publications de GWAS dans les dernières années, et donc malgré l'avènement maintenant de la nouvelle génération qui est celle du séquençage et non plus du génotypage à haut débit, on continue à avoir une augmentation croissante des publications dans ce domaine. Et alors, qu'est-ce qu'on attend finalement de ces GWAS, parce que là, on n'est plus dans les formes monogéniques où on va vraiment comprendre la cause de la maladie en détectant le gène. Là, on a dit que c'était beaucoup de variants génétiques qui contribuaient un tout petit peu au risque de la maladie. Eh bien, la principale attente qu'on en a, c'est de mieux comprendre la biologie sous-jacente et par ce biais-là, d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouvelles stratégies thérapeutiques. C'est vraiment la principale attente, je crois, qu'on en a. Bien sûr, il y a aussi des approches de médecine personnalisée où on peut adapter le traitement en fonction du profil génétique ou de prédiction de risque, mais ces applications sont encore à l'heure actuelle beaucoup plus confidentielles et complexes. Et donc, on est dans les débuts, bien sûr, des applications cliniques, parce que ce sont des technologies malgré tout relativement récentes, mais il y a déjà des premières applications concrètes, avec notamment le développement de nouveaux traitements hypolipémiants à partir de ces résultats génétiques sur des inhibiteurs de PCSK9 dont des variants génétiques avaient été montrés comme étant associés à une dyslipidémie, aussi au risque accru de coronaropathie. Alors, ceci a conduit, ces approches GWAS ont conduit vraiment des progrès majeurs dans la découverte de gènes sous-tendant les maladies complexes. Et après, j'en aurais fini avec l'introduction un peu générale, mais c'est pour situer quand même le tableau plus général de ces approches. Alors, il y a eu beaucoup de succès, notamment pour des phénotypes qu'on pouvait étudier sur de très grands échantillons facilement. C'est-à-dire que les très lipidiques, c'est facile à mesurer sur de très très grands échantillons, donc on a beaucoup de puissance. Beaucoup de succès aussi pour des maladies avec une composante auto-immune.
donc toutes les maladies qui ont une héritabilité importante ont connu beaucoup de succès pour la découverte de variants prédisposants, avec plusieurs dizaines de variants identifiés. Alors, les GWAS ont aussi été très utiles, mais beaucoup plus difficiles pour des maladies aussi hétérogènes que le sont les accidents vasculaires cérébraux. Donc, Jean-Louis Mas en avait parlé dans sa présentation. C'est une pathologie extrêmement hétérogène, avec de multiples types et sous-types au sein de chaque type. Donc, on comprend bien que, alors si on décompose cela, on arrive à des effectifs beaucoup plus petits pour étudier les déterminants génétiques de cette pathologie. Donc, ça rend cette approche un peu complexe. Alors, par ailleurs, on sait maintenant on supposait déjà, et ça a été confirmé, que les variants prédisposant aux accidents vasculaires cérébraux peuvent agir à plusieurs niveaux. Donc, ils peuvent prédisposer aux facteurs de risque traditionnels. Les variants qui prédisposent à l'hypertension artérielle prédisposent aussi, finalement, aux accidents vasculaires cérébraux. Alors, ils peuvent influencer les mécanismes sous-tendant les sous-types d'accident vasculaire cérébral. Et là, je montre des exemples juste pour l'infarctus cérébral, pour l'AVC ischémique. Mais ils peuvent aussi jouer un rôle prédisposant plus en aval, en prédisposant à la thrombose artérielle et en modulant la tolérance du cerveau à la souffrance cérébrale et à l'ischémie en particulier. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde un petit peu les gènes qui ont été découverts, qui sont montrés ici en bleu, on voit que la majorité des associations décrites l'ont été pour des sous-types d'accidents vasculaires cérébrales, donc ils sont plus rentables, ce qui est assez logique, pour comprendre les mécanismes génétiques sous-jacents, de s'intéresser aux sous-types. D'où donc notre intérêt particulier pour le sous-type des dissections artérielles cervicales, qui est une cause peu fréquente d'une manière générale d'accident vasculaire cérébral, mais qui reste quand même la principale cause d'infarctus cérébral du sujet jeune, et qui correspond donc, comme le disait Jean-Louis Mas, à un hématome dans la paroi d'une artère cervicale. Donc l'incidence dans la population générale est assez faible, elle est de l'ordre de 2 à 3 pour 100 000 habitants par an, un peu comme la dissection de l'aorte. Il y a une très légère prédominance masculine et l'âge moyen de 44 ans, donc ça peut survenir aussi parfois chez l'enfant, chez l'adulte jeune. L'adulte d'âge moyen est vraiment très exceptionnellement au-delà de 65-70 ans. Il y a un âge de survenue étonnamment plus élevé, de 5 ans en moyenne chez les hommes. Ça peut toucher la carotide interne ou la vertébrale, plus fréquemment la carotide dans les populations européennes, c'est l'inverse dans les populations asiatiques. Et les patients qui présentent une dissection carotidienne sont souvent plus âgés et plus souvent des hommes que ceux qui présentent une dissection de l'artère vertébrale, ce qui laisse supposer que les mécanismes sous-jacents sont probablement un peu différents. Alors il y a plusieurs explications, l'exposition aux facteurs de risque, je dirais anatomiquement est différente, mais aussi des différences dans l'origine embryonnaire de l'artère carotide et vertébrale. Alors, ces dissections se compliquent d'une ischémie cérébrale dans 2 tiers à 3 quarts des cas, selon les publications qui émergent toutefois uniquement ou principalement de services de neurologie qui sont biaisés vers un recrutement de patients ayant présenté un infarctus cérébral. Alors, en effet, on peut avoir aussi des signes et symptômes locaux qui sont généralement associés à l'ischémie cérébrale et qui précèdent d'ailleurs souvent de plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, les signes d'ischémie cérébrale et qui parfois peuvent être isolés, donc céphalée, cervicalgie, syndrome de Claude Bernard-Horner, paralysie de nerf crânien. Donc, quel est le mécanisme présumé de ces dissections des artères cervicales ? Eh bien, on pense que dans une grande partie des cas, les patients doivent avoir une forme de fragilité sous-jacente de la paroi artérielle qui pourrait être déterminée par des facteurs génétiques et environnementaux, donc transitoires ou permanents. Et sur cette fragilité préexistante se greffent ensuite des événements intercurrents aigus, comme un traumatisme cervical, souvent mineur d'ailleurs, une infection, qui vont conduire au déclenchement de la dissection. Donc, probablement plusieurs facteurs conjoints au même moment expliquant le fait qu'il y a souvent, comme le disait Jean-Louis Mas, qu'un seul événement, les récidives sont très rares. Donc les facteurs environnementaux, je les cite quand même, je sais qu'on parle de génétique, mais vous verrez pourquoi c'est important pour comprendre aussi la génétique. Alors le traumatisme cervical mineur est évidemment un facteur de risque important. Je dis mineur, ça peut être majeur, mais dans la majorité des cas, ce sont des traumatismes un peu banals de cervicaux. Infection récente, la migraine est une comorbidité importante, ou enfin une condition prédisposante importante, surtout la migraine sans aura, l'hypertension artérielle et la dysplasie fibromusculaire, qui est une artériopathie non athéroscléreuse qui se complique fréquemment de dissection des artères, d'ailleurs pas seulement cervicales. L'hypercholestérolémie et l'obésité sont inversement associés au risque de dissection artérielle cervicale, alors que ce sont des facteurs de risque d'athérome, comme on l'a vu précédemment.
Donc pour les facteurs génétiques, on sait que rarement, dans moins de 1% des cas probablement, la dissection complique des maladies monogéniques du tissu conjonctif. En premier lieu, le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire, mais aussi d'autres formes moins graves de syndrome d'Ehlers dans l'os, le syndrome de Marfan, l'ostéogenèse imparfaite, l'exceptionnel syndrome de Loeys-Dietz. Donc dans une série sur 2000 patients avec dissection dans le consortium CADIS+, pour vous donner une idée, on avait 2 Ehlers dans l'os vasculaire, qui étaient d'ailleurs connus avant le diagnostic de dissection, 2 autres formes d'Ehlers dans l'os, une maladie de Marfan et un cas d'ostéogenèse imparfaite. Donc ça reste vraiment exceptionnel sur des formes, je dirais, consécutives de dissection recrutées par des services classiques de neurologie et neurologie vasculaire. C'est bien sûr différent pour les recrutements par des services spécialisés dans les pathologies vasculaires rares, comme on peut le voir à l'HEGP par exemple. Alors, de façon intrigante, avec l'avènement des technologies de séquençage qui deviennent plus abordables aussi économiquement, certains investigateurs ont séquencé de façon systématique certains de ces gènes impliqués dans ces maladies du tissu conjonctif dans des séries consécutives de patients atteints de dissection des artères cervicales. Donc là, dans une série de 50 patients environ, ils ont trouvé que 3% des patients avaient des mutations dans le gène TGFBR2, qui est un des gènes qui possède les mutations causales pour le syndrome de Loeys-Dietz, qui est un syndrome vraiment exceptionnel. Simplement, les patients n'avaient pas de critères cliniques de syndrome de Loeys-Dietz. Donc, quelle est la signification clinique de ces mutations ? Ça n'est pas très clair. Et je pense que dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas recommandé, dans la pratique clinique courante, de systématiquement effectuer une recherche de ces mutations en l'absence de critères cliniques. C'est d'ailleurs très anxiogène, je peux le dire par expérience, très anxiogène pour les patients quand on part dans des démarches comme ça à titre systématique. Donc, en l'absence d'antécédents de maladies monogéniques du tissu conjonctif constitués, donc on a aussi des patients qui présentent des antécédents familiaux de dissection des artères cervicales, juste isolés. Donc, simplement, ça, c'est rare aussi. C'est moins de 2,5% des cas dans les séries publiées. Dans cette même série, qui est la plus grande actuellement, d'environ 2000 patients, on avait juste 1% des patients qui rapportaient un antécédent de dissection des artères cervicales dans leur famille. Alors, ce sont des antécédents rapportés. On n'a pas effectué une imagerie artérielle chez les membres de la famille de ces patients. Peut-être ça sous-estime un peu le chiffre, mais malgré tout, ça reste probablement assez faible. Donc, dans la majorité des cas, on est dans ce contexte sporadique de prédisposition probablement multifactorielle aux dissections des artères cervicales. Alors, la forme classique d'approcher ça, de trouver des variants ou des gènes prédisposants, c'était d'effectuer des études de gènes candidats, c'est-à-dire qu'on prenait un gène dont on pensait qu'il était probablement impliqué dans les mécanismes de la maladie et on testait l'association de 1, 2 variants génétiques dans ce gène avec le risque de la maladie. Donc, ça a été très peu productif, aussi bien pour les dissections que pour d'autres pathologies. Et donc, avec l'avènement de ces approches pangénomiques, on s'est mis ensemble avec l'ensemble des investigateurs intéressés par cette question pour effectuer un GWAS des dissections des artères cervicales. Donc, c'était sur les premières générations de puces, enfin, disons pas les toutes premières, mais les générations intermédiaires de puces avec des imputations sur le référentiel APMAP, ce qui fait qu'on a étudié 2,5 millions de variants. Alors, donc 2,5 millions de variants, il faut corriger pour beaucoup de tests multiples. Et donc, on doit être très stringent dans les critères de significativité, ce qui fait qu'il faut recruter de très, très grands effectifs. C'est un des principaux challenges, je dirais, de ces approches, c'est qu'on a besoin de très, très grands effectifs. On est obligé de travailler dans des consortia internationaux. Et donc, c'est en rassemblant les échantillons d'ADN de patients avec dissection dans plusieurs pays européens et secondairement aux États-Unis qu'on a pu rassembler de l'ADN pour 1400 patients qui ont donc bénéficié d'un GWAS et qui ont été comparés à 14 000 témoins qui étaient issus du CNG, Centre national de génotypage, et qui étaient appariés pour l'origine géographique. Et donc, en appliquant ce seuil stringent de significativité, on a trouvé 2 régions du génome, sur chromosome 6 et chromosome 12, dans des introns du gène PHACTR1 et du gène LRP1, qui étaient associés au risque de dissection des artères cervicales dans cette population. Mais bon, quand on a ensuite voulu confirmer ces résultats, parce qu'il faut aussi confirmer qu'il ne s'agit pas de faux positifs, donc on a avec difficulté recruté 660 patients supplémentaires, je dis avec difficulté parce que ce n'est pas si fréquent comme pathologie, et donc on a pu confirmer, répliquer que le gène PHACTR1, que l'association avec le gène PHACTR1, qui est très clairement confirmée, on a une très forte significativité dans l'analyse globale. On n'a pas pu confirmer l'association avec LRP1,
En revanche, donc, il y avait une association qui était un peu suggestive dans l'analyse initiale avec un gène qui s'appelle LNX1 qui était répliqué dans l'analyse enfin, réplication et qui atteint la significativité génomoide dans l'analyse combinée, mais qui nécessite encore à l'avenir une réplication externe. Alors, on a fait beaucoup d'analyses secondaires, je ne vais pas tout présenter, simplement une qui est quand même importante, c'est celle de la distinction entre artère carotide et vertébrale, parce que je vous disais en introduction, il y a des différences démographiques dans les facteurs de risque environnementaux entre les dissections carotides et vertébrales, donc on suppose qu'il y a probablement aussi des différences dans la prédisposition génétique, et donc on a essayé de regarder s'il y avait une hétérogénéité des associations en fonction du site de la dissection, et en effet, pour le gène LRP1 en particulier, qui était celui, si vous vous souvenez, qui était significatif, qu'on n'a pas répliqué, on a trouvé une association qui était exclusivement en fait pour la dissection carotide et pas pour la dissection vertébrale, ce qui peut-être explique qu'on n'ait pas pu le répliquer parce que dans notre cohorte de réplication assez petite, on avait très peu de puissance pour répliquer séparément dans les dissections carotidiennes et vertébrales. Alors, un des éléments très intrigants qui est sorti de cette étude GWAS des dissections et qui nous a, auquel on ne s'attendait pas, c'est le degré de pléiotropie qu'on a découvert avec d'autres maladies vasculaires et neurologiques et qui nous donne des informations intéressantes sur la physiopathologie aussi. Donc, pléiotropie, ça veut dire les variants génétiques prédisposants partagés entre différentes maladies ou différents traits. En effet, donc de façon à peu près concomitante ou un petit peu avant que notre article soit publié, donc quand on était en train de finaliser les résultats, a été publié notamment un GWAS de la migraine qui retrouvait PHACTR1 comme étant un gène significativement associé. Il y avait LRP1 aussi, celui qu'on a du mal un peu à répliquer. L'infarctus du myocarde est aussi associé, le risque d'infarctus du myocarde est aussi associé au même variant génétique dans PHACTR1, les calcifications coronaires. Donc, à significativité un peu moindre, PHACTR1 est aussi associé à l'infarctus cérébral sur athérome, donc de cause athéromateuse. Et puis, très récemment, il y a une dizaine de jours, Nabila Bouatenadji, qui est d'ailleurs dans l'audience, a présenté un très beau résultat d'une première GWAS de dysplasie fibromusculaire qui retrouve toujours le même variant dans PHACTR1 comme étant associé au risque de dysplasie fibromusculaire à significativité génomoide, ce qui finalement fait du sens quand on connaît la corrélation entre ces pathologies. Alors, une chose qui est particulièrement intrigante est qu'en fait, je vous ai dit que c'est le même variant, c'est le même SNP, le même polymorphisme qui est associé à toutes ces pathologies comme aux dissections, mais ce n'est pas le même allèle, c'est-à-dire l'allèle qui augmente le risque de dissection des artères cervicales est le même que celui qui augmente le risque de migraine sans aura, de dysplasie fibromusculaire, mais c'est l'autre allèle qui augmente le risque d'infarctus du myocarde et de calcification coronaire. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire que, en fait, le SNP qu'on voit, nous, n'est que un marqueur qui reflète un variant causal autre, et ce variant causal autre pourrait être différent pour l'infarctus du myocarde, athérome, et pour les autres pathologies, ou ça peut vouloir dire que les mécanismes sous-jacents sont peut-être différents et en partie contraires. Et on a vu tout à l'heure dans les facteurs de risque environnementaux que l'hypercholestérolémie, l'obésité, protégeaient contre les dissections. Donc finalement, ce ne serait pas totalement illogique. Alors, aussi une chose qu'il faut savoir dans ces approches GWAS, c'est que quand on trouve une association statistique, ça ne veut pas encore dire que cette association est causale. Donc, ça ne veut pas dire que le SNP, qui est celui-là qu'on avait identifié, est vraiment le SNP, le variant causal. Ça ne veut pas dire non plus que le gène le plus proche, même si on est carrément dans le gène, est vraiment le gène causal. Simplement, dans ce cas-là, on a quand même des arguments croissants pour penser que c'est le cas. Alors, le variant, probablement, au moins dans l'infarctus du myocarde, lorsqu'ils ont séquencé cette région, ils n'ont pas trouvé d'autres variants plus fortement associés, même dans les exons, pas de variants rares ou communs plus fortement associés que celui qui a été trouvé dans les GWAS. Et ils ont montré également, c'est une étude canadienne, que le variant en question était associé au taux d'expression du gène PHACTR1 dans les artères coronaires. Donc l'association avec l'expression des gènes est souvent très tissu spécifique, donc il faut regarder spécifiquement les tissus concernés. Ça n'a pas encore été regardé au niveau des tissus des artères cervicales. Et donc l'allèle qui a risque d'infarctus du myocarde est associé à une diminution de l'expression de PHACTR1, ce qui veut dire que c'est l'allèle qui prédispose aux dissections et donc associé à une augmentation de l'expression de PHACTR1. Alors, ils ont aussi trouvé que c'était un site de fixation d'un facteur de transcription et que quand on fait sur le plan expérimental sur des cellules endothéliales, quand on délète cette région concernée, en particulier avec le SNP en question, cela conduit à une diminution de l'expression de PHACTR1. Donc, vraiment une preuve de la fonctionnalité.
Alors, quel est le rôle de PHA-CTR1 ? On ne sait pas très bien. Alors, il joue un rôle manifestement dans la formation du tube vasculaire, dans la polymérisation de l'actine, peut-être un rôle dans l'angiogénèse, mais tout ça est encore assez peu étudié. Récemment, une étude finlandaise a montré un rôle dans la régulation de l'expression du gène de l'alpha-actine et du ratio de l'alpha-actine squelettique versus cardiaque. De façon intéressante, cette expression est modulée en réponse à la distension mécanique des cardiomyocytes, secondairement à l'infarctus du myocarde, ce qui est intéressant quand on pense au mécanisme, le rôle des facteurs, je dirais, physiques de distension et traumatique pour la dissection des artères cervicales. Alors, est-ce qu'il y a un lien là ? Je ne sais pas. Il y a aussi une modulation de l'expression de PHA-CTR1 par les voies de TGF-bêta et aussi par le VEGF. Et donc, PHA-CTR1 semble moduler l'expression de différents facteurs pro- et anti-athérogéniques. Alors, juste pour situer ça dans l'ensemble des GWAS, des AVC qui ont été publiés un peu avec je dirais un aspect chronologique. Donc, finalement, ce n'est qu'assez tard qu'on s'est intéressé, alors qu'on pense qu'il y a une prédisposition plus forte chez les sujets jeunes, qu'on s'est intéressé aux AVC du sujet jeune. Donc, finalement, le GWAS des dissections était le premier GWAS sur une forme d'AVC du sujet jeune. Il y en a un autre papier qui est en presse actuellement dans Stroke, qui s'est intéressé aux AVC du sujet jeune autre que par dissection des artères cervicales. Donc, probablement, ce serait intéressant de s'y intéresser encore plus à l'avenir. En effet, on n'a pas fini de trouver ce qui prédisposait aux AVC du sujet jeune, et en particulier aux dissections, car quand on étudie cette pseudo-héritabilité dont je vous parlais sur la première diapositive, à partir des polymorphismes sur l'ensemble du génome, on se rend compte que à peu près l'héritabilité ou la pseudo-héritabilité, qui correspond en fait à la proportion de variance du phénotype expliqué par les SNP sur la puce. Donc, cette héritabilité d'environ 45% pour l'ensemble des dissections, plus élevée pour les dissections de la carotide, 57%, que la vertébrale. Et quand on compare ça, on ne peut pas très bien comparer parce que ce n'est pas le même âge, la même population, etc. Mais quand même, ça semble plus élevé comme héritabilité que pour les AVC ischémiques en général et certains autres sous-types d'AVC ischémiques. Donc, probablement d'autres choses à identifier. Et donc, si j'ai encore une minute ou... Oui. Donc, je voudrais juste terminer avec 2 diapos de perspective très rapidement pour dire vers quoi on se dirige, comment on va faire pour étendre cette compréhension des mécanismes génétiques des dissections. Eh bien, d'abord, il faut qu'on continue dans cette approche de GWAS, je pense, avec des effectifs plus grands. Donc, on a des nouveaux échantillons qu'on a pu collecter par de nouveaux collaborateurs et collaborateurs actuels. On peut utiliser des imputations plus précises que celles que nous avions utilisées il y a quelques années maintenant. Il serait très intéressant d'inclure aussi des groupes ethniques autres qu'européens parce que ça permet d'affiner le signal. Pour l'instant, on n'avait que des individus européens. Et donc, si on a des échantillons plus grands, je pense que ce sera très important d'effectuer des GWAS séparés carrément entre carotide et vertébrale également, parce que je pense qu'on trouvera probablement des nouvelles choses. Donc, ça permettra d'identifier de nouveaux variants, principalement fréquents, à risque de dissection des artères cervicales. Je pense qu'il serait très intéressant aussi de poursuivre ces analyses de pléiotropie, de mieux comprendre ce recoupement entre les gènes qui prédisposent aux dissections et ces autres maladies vasculaires et neurologiques. Ça permettrait de mieux comprendre les gènes et les voies biologiques partagées entre ces maladies vasculaires. Et du coup, mieux comprendre les mécanismes. Je dirais que PHA-CTR1 va aider pour les dissections, mais aussi pour l'infarctus du myocarde, l'athérome, et potentiellement avec des traitements qui pourraient se recouper entre ces pathologies. Donc, j'ai parlé des GWAS qui étudient quasiment exclusivement les variants fréquents. Bien sûr, il faut qu'on s'intéresse maintenant aussi aux variants rares, puisqu'il semblerait que même dans les maladies communes, les variants rares ont un rôle également. Avec les nouvelles approches de séquençage panexomique, voire pangénomique, on pourra étudier cette participation. Alors, on est en cours de recherche de financement pour cela au sein de notre consortium. Alors, bien sûr, ne pas oublier les études familiales. Elisabeth Tourné-Lasserre vous a donné des exemples avec de grands succès et elle travaille d'ailleurs, comme d'autres personnes en Allemagne, sur les formes familiales rares de dissection des artères cervicales. Et là, le séquençage aussi, certainement, sera très informatif et permettra d'identifier des gènes de ces formes rares qui seront informatifs sur les voies biologiques sous-jacentes. Ce sera important probablement aussi de ne pas se cantonner au génome, mais de regarder l'épigénome, le transcriptome, pour permettre de mieux annoter les variants que l'on trouve comme étant statistiquement associés aux dissections.
Et donc là, on essaye aussi de mettre en route des projets. Et bien sûr, in fine, les études expérimentales sont essentielles chez l'animal pour explorer les régions du génome associées et identifier la fonction du gène causal. Alors, il n'y a pas de modèle animal, à ma connaissance, à proprement parler de dissection des artères cervicales pour le moment, mais donc voilà, des différents collaborateurs y travaillent. Donc, tout ça est un travail très collaboratif. Je remercie donc tous mes collaborateurs et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci.